Bonjour. Globalement, la présentation que je vais vous présenter sera déclinée sur différents aspects, notamment la problématique et le contexte scientifique. Donc on essaye bien entendu de répondre à la problématique énergétique des îles, comme vous pouvez vous imaginer, bien entendu, en essayant d'accompagner à la transition énergétique. Pour répondre à cette problématique-là, on a besoin de ressources, qu'elles soient, on va dire, techniques ou humaines. Donc je balayerai rapidement les ressources pour atteindre bien entendu ces objectifs et accompagner cette transition. Et puis quelques résultats et puis notre contribution à l'échelle territoriale, notamment sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc en fin de compte, le laboratoire dans lequel nous évoluons se situe sur Ajaccio, en Corse, Corse du Sud. Donc on a fêté les 40 années de l'université. Donc en 82, il y a eu la création du laboratoire sur Vignoles, avec une centrale solaire à concentration qui était cylindro-parabolique, qui s'appuyait sur un site de Rankine, avec 90 kW électriques. Et puis en 2012, donc une trentaine d'années après, on a pris le virage de l'hydrogène en installant et en développant une plateforme qui s'appelle MIRT, Mission Hydrogène Renouvelable pour l'intégration au réseau électrique, avec à travers la première tranche et puis la deuxième tranche en 2014. Donc là, c'était bien entendu du stockage d'hydrogène. On a élargi avec d'autres types de stockage à travers l'inauguration en 2016 de Paya-Orb, qui est la plateforme avancée de gestion électrique insulaire, qui associe les stockages et différents types de production solaire. Voilà, avec une possibilité de gérer en îloté et en réseau, connecté réseau. Donc vous voyez, c'est illustré en fin de compte sur ces deux images, avec la partie haute sur 11 hectares Myrte et la partie basse sur l'illustration de droite Paya-Orb. Alors à l'échelle régionale, bien entendu, on connaît les schémas régionaux climat-énergie, les plans climat-énergie de Corse, le PADUC, avec bien entendu les 3 scénarios de feuille de route, un scénario tendanciel, un scénario Grenelle, un scénario de rupture, avec une autonomie à l'horizon 2050 de la Corse, quoi, au niveau énergétique. Avec une 3S, une stratégie de spécialisation intelligente, qui a comme priorité, bien entendu, les énergies, en espérant qu'elle le soit sur la prochaine programmation. Et puis une PPE, qui s'appuie sur le développement des ENR. À l'échelle nationale, donc, on connaît la loi de transition énergétique, avec en 2050 un passage de 15,7 à 32% des ENR. On a connu le plan Hulot, avec 100 millions d'euros sur l'hydrogène. On connaît aujourd'hui, post-Covid, le plan de relance, avec 11 milliards d'euros sur la période 2020-2030, sur l'hydrogène. Et puis, pour bien entendu accompagner ceci, au niveau de la recherche, il existe, et dans lequel on y est, hein, l'Alliance nationale de coordination de la recherche pour l'énergie, l'ANCRE, qui relève de différentes thématiques, notamment l'hydrogène, qui s'appuie sur les ARPECH, qui sont au CNRS, ce sont des ateliers. Un des ateliers, bien entendu, est conduit par l'Université de Corse, qui relève du stockage massif. À l'échelle européenne, donc il faut voir qu'il y a 350 milliards d'euros de dépendance énergétique. Donc ça, c'est bien entendu la balance commerciale qui est négative. Et puis une stratégie européenne qui s'appuie sur 3 leviers, la sécurité de l'approvisionnement, la compétitivité et la durabilité, avec un objectif de passer de 14,1 à 27% à l'horizon 2030. Donc ça n'a fait que renforcer, bien entendu, la crise ukrainienne aussi, a fait que renforcer, bien entendu, cette trajectoire. Et donc pour ceci, il y a bien entendu un cadre européen de recherche qui est Horizon 2020, qui essaye bien entendu de stimuler et de développer des démonstrateurs et puis d'accompagner cette transition. Alors nous, sur la Corse, donc on essaie de répondre à un enjeu qui relève des zones non interconnectées et de la problématique énergétique des îles. On essaye de dépasser ces seuils de 30 à 35% pour l'intégration des énergies renouvelables, puisque vous avez le soleil et le vent qui sont des gisements, on va dire, fluctuants. Et donc, il va falloir, pour l'opérateur EDF, les intégrer sur le réseau. Et pour les intégrer, bien entendu, il vaut mieux qu'elles soient maîtrisables. C'est pourquoi on met, bien entendu, des moyens de stockage à ce type d'énergie.
Donc il faut savoir qu'il y a 700 îles dans l'Union européenne qui représentent 16 millions d'habitants et 10 000 îles existantes à l'international représentant 500 millions d'habitants. Donc le marché, on va dire, de l'énergie est très très large, notamment pour les îles. Alors le contexte scientifique, je vais passer très rapidement quelquefois sur des slides. Ça relève du génie des procédés avec la conversion solaire. Donc nous, nos recherches, en fin de compte, c'est d'essayer d'optimiser la production de l'énergie dans les systèmes complexes hybridés. Donc on essaye bien entendu d'optimiser à la fois les blocs de stockage, qu'ils soient électrochimiques, chimiques, thermiques, hydrauliques, voire pneumatiques, avec bien entendu les sources d'énergie, en général c'est du PV, et pour bien entendu répondre à un besoin avec différents usages, en charge électrique bien entendu, mais aussi thermique, que cela relève de la mobilité, du bâtiment, résidentiel ou tertiaire ou de l'industriel. Donc on a besoin de comprendre les phénomènes multiphysiques, de les modéliser, et puis bien entendu d'avoir une approche numérique pour sa résolution. Et ça permet bien entendu de concevoir ces systèmes complexes optimisés. Et donc on est dans le continuum de la recherche fondamentale ingénierie technologie, on relève bien entendu des IN6 au niveau CNRS. L'enjeu étant bien entendu de diminuer le coût complet du kilowattheure décarboné et bien entendu tout en étant flexible. Rapidement sur notre recherche, elle n'est pas sur du matériau, elle est plutôt sur des éléments technologiques et des systèmes. Pour cela, on utilise des outils et des méthodes. Alors pour parler des méthodes, on utilise des méthodes de modélisation, vous les voyez ici, ce n'est pas la peine de les décliner. Certains de nos thésards utilisent bien entendu ces méthodologies par l'aimant fini, issus de l'intelligence artificielle, etc. On utilise des méthodes aussi d'optimisation, locale, globale ou hybridée, métahéuristiques. Là aussi, bien entendu, des thésards et des maîtres de conf utilisent ce type de méthode. Et puis, bien entendu, on utilise des outils. Quels sont les outils? En général, les laboratoires utilisent des plateformes de simulation multiphysique. Ça, c'est générique. Et donc, on les voit ici apparaître. Par contre, l'unicité, en fin de compte, de notre recherche est qu'on peut, on va dire, utiliser des outils relevant de démonstrateurs à l'échelle 1. Donc les instruments, bien entendu, c'est MIRT et PayaOrb. Et donc cela fait, bien entendu, une unicité de ces plateformes avec une potentialité de valeur ajoutée très forte dans l'environnement CNRS. Vous prenez des gros labos en France, comme le GE2 Lab, etc., qui a même un plus gros labo d'Europe. Vous n'avez que des maquettes à l'échelle 1/10 ou 1/15. Vous n'avez pas, en fin de compte, de démonstrateur à l'échelle 1. Et donc, ce qui fait l'unicité, bien entendu, pour nous, est de valider, en fin de compte, tout ce que l'on fait en recherche scientifique. Ça, c'est un point très important. Donc, les axes que l'on décline, c'est la prévision de la ressource énergétique. Donc, on développe des modèles de prédiction pour prédire, bien entendu, la partie stockage et pour gérer au mieux l'intégration dans les Energy Management Systems, les EMS et les PMS, Power Management System. Bien entendu, on a un axe sur les systèmes de production et de stockage à source renouvelable d'énergie, bien entendu, avec cette modélisation, cette gestion, cette hybridation, cette optimisation. Et puis, le dernier axe relève de l'intégration, bien entendu, de ces systèmes dans le réseau insulaire, avec des approches, bien entendu, globales, multi-objectifs. On doit avoir, après ma présentation, Chugun, qui fait une approche multicritère sur l'intégration de l'hydrogène sur la Corse. Apparemment, on a des soucis de son, mais vous auriez vu à travers, bien entendu, cette approche multicritère qu'on essaye d'intégrer à travers un maillage de la Corse, bien entendu, l'hydrogène sur la mobilité, en essayant de minimiser le coût à l'horizon 2030-2050, en essayant de maximiser la sécurité, et bien entendu minimiser l'empreinte, on va dire, environnementale. Et donc ça permet d'avoir une cartographie sur la Corse de ce que l'on va mettre en termes de production, station de refueling et bien entendu de flotte. Donc ça c'est un exemple pour vous dire que on va bien entendu des systèmes, mais on essaye d'avoir aussi une approche territoriale pour intégrer de manière opérationnelle bien entendu l'ensemble des systèmes que l'on étudie. Alors bien entendu, c'est une problématique multidisciplinaire qui relève du génie électrique, du génie énergétique et aussi de l'informatique. Donc après très très large.
Donc les instruments, très rapidement, ça ce sont des chiffres qui permettent de voir qu'on est une petite équipe avec 8 enseignants-chercheurs, 2 PRU, 2 MCF, HDR, 4 MCF, donc des passes, des doctorants. Et puis on a 2 plateformes, on est sur 11 hectares. Et on a bien entendu des crédits de fonctionnement et puis on a des projets qui nous permettent de financer ces projets scientifiques. Donc les 2 illustrations des 2, on va dire, plateaux et instruments scientifiques. On était avec le CEA, enfin plus maintenant, mais on l'a été pendant plusieurs années. Et puis on est avec Alstom SAS, notamment sur MIRT, sur l'hydrogène. Donc la plateforme MIRT, très rapidement, on a 3 tranches. On a une tranche qui est ici, on la voit sur la partie gauche, donc c'est un champ PV qui, en fin de compte, globalement, hein, parce que peut-être qu'il n'y a pas des physiciens, mais on a une centrale PV qui casse la molécule d'eau à travers un électrolyseur. Et cette molécule d'eau est cassée à travers l'hydrogène et l'oxygène, qu'on voit ici les 2 citernes qui sont sous 35 bars, H2 et OH2 et O2. En cassant cette molécule d'eau, on génère de la chaleur, donc il y a du stockage de la chaleur, et puis après, bien entendu, quand l'opérateur EDF a besoin d'énergie, bien entendu, on recombine la molécule d'eau, H2 et O2, et donc en recombinant cette molécule d'eau, on génère aussi de la chaleur, et puis on génère de l'électricité, que l'on renvoie, que l'on injecte sur le réseau électrique. Alors la première tranche était la partie gauche, elle prenait une certaine surface, quelques centaines de mètres carrés, et puis quelques années après, on a pu compacifier, bien entendu, cette technologie à travers une green box. C'est un conteneur de 40 pieds dans lequel on a l'électrolyseur, la pile à combustible. C'est bien entendu la tranche 2. Après, bien entendu, pour la tranche 3 qui va être livrée donc en novembre 2022, puisqu'on évolue, on va avoir une autre pile, on va avoir des batteries, on va avoir une machine d'absorption pour faire du rafraîchissement, une station de refueling. Et puis on aura bien entendu une plateforme qui va être encore modifiée, évolutive, avec en illustration estompée ce qu'on avait, et puis en illustration, on va dire que l'on peut voir, c'est toutes les blocs technologiques qui vont venir nourrir en fin de compte ces 2 tranches, donc la tranche 3, à travers une autre pile à combustible, une station de refueling pour la mobilité hydrogène, et puis des batteries. Et puis un cycle d'absorption pour faire du rafraîchissement. Donc globalement, c'est une plateforme multi-usage qui fait de l'électricité, qui fait de la chaleur et qui peut faire de la mobilité. Donc on peut dire qu'avec le vecteur hydrogène, un virage qui a été pris il y a quelques années, on a été pionnier, puisque dans le monde, pratiquement personne pariait sur l'hydrogène. On peut dire que le virage qu'on avait pris au sein de l'Université de Corse il y a une quinzaine d'années sous la présidence d'Antoine, qui est ici à Yellow, on ne s'est pas plus ou moins trompé, puisqu'il y a 11 milliards d'euros qui sont injectés aujourd'hui, et voire plus, sur l'Europe, quoi. Donc globalement, cette slide retrace un petit peu les différents usages que je disais. Donc on fait de l'électricité, on fait de la chaleur pour les bâtiments à droite, on fait de l'hydrogène pour de la mobilité. Donc vous voyez à gauche les services réseau, valorisation thermique, mobilité hydrogène. Je n'ai pas parlé de la méthanation, mais ça peut être aussi un vecteur d'usage, même pour la Corse, puisqu'à Ajaccio et Bastia, vous avez un réseau gazier qui est géré par Engie. Donc il suffirait en fin de compte de faire de la méthanation de l'hydrogène à travers du CO ou CO2 pour faire du CH4, c'est-à-dire du méthane, et injecter le méthane en fin de compte dans le réseau existant, en sachant qu'Engie sortira du circuit dans quelques années, et donc EDF a un problème donc sur la substitution et de la gestion, la substitution par de l'électrique de tout ce réseau gazier. Et donc l'hydrogène peut être enfin une solution à travers la méthanation. Ça existe, ça se fait, pour bien entendu faire du CH4 à travers de l'H2, et on pourrait bien entendu capter du CO2 ou du CO. Pour ça, on ferait bien entendu, il y aurait un impact environnemental. Donc voilà, on utilise différents usages, mais il y a des potentiels, il y a des possibles aussi sur l'hydrogène, en plus de ce que l'on fait sur MIRT. Et cette méthanation, à l'échelle nationale, est un enjeu majeur, puisque
Globalement, ce qui existe en stockage aujourd'hui à l'échelle de la France, au niveau de l'électrochimie, c'est epsilonesque. Ce que vous avez en stockage, c'est du pétrole et du gaz. Donc l'infrastructure gazière étant existante, l'hydrogène pourrait bien entendu être un vecteur de stockage à travers cette méthanation et pourrait bien entendu générer du stockage massif lors des pointes des énergies renouvelables qui sont quelquefois non utilisées. Donc c'est vraiment un enjeu majeur. Sur l'approche systémique, très rapidement, donc nous on caractérise les sous-systèmes, tous les blocs technologiques, que ce soit sur PyHub ou sur MIRT. On fait des modèles, des sous-systèmes, bien entendu, en dynamique. On essaye de voir la capacité technologique à répondre à des besoins. Donc là, ça peut être du lissage de la production, de la garantie de production, à travers le développement des algorithmes. Et puis on étudie la pertinence économique de ce couplage. Ou même, sur PyHub, de ce microgrid, quoi. Et bien entendu, on anticipe sur l'identification d'outils prédictifs. Ça, c'est une approche systémique à travers 5 objectifs qu'on s'est donnés, et puis bien entendu qu'on essaye de nourrir. Alors rapidement, sur la pertinence économique, on est sur l'hydrogène à 400 € le mégawattheure, plus ou moins, donc ce qui correspond, en fin de compte, c'est ce qu'on voulait, qui correspond à des coûts marginaux d'EDF lors des pointes de consommation en milieu de journée ou en fin de journée. Sur PyHub, bien entendu, c'est un microgrid qui couple, c'est la partie basse, qui couple différents blocs technologiques avec différents types de stockage avec du PV. Donc on a la volonté de déployer donc, de ces chaînes décarbonées, digitalisées, décentralisées. On voit, c'est illustré ici, les différents blocs, et puis on voit le bâtiment entre les deux parties, sous la station, sous le PV. Donc c'est le bâtiment où il y a la supervision et puis les différents éléments de stockage. Là, c'est des caractéristiques de ce plateau, peut-être après Duanto, Fadjanel ou Jean-Laurent en parlera plus précisément. On voulait cette plateforme ouverte pour tester et éprouver tout type de composants. On peut travailler en mode autonome ou en mode raccord des réseaux. Et puis vous avez des caractéristiques sur les différentes technologies solaires, mono, polycristallin, avec différents matériaux et du PV à concentration et différents types de stockage. Et avec bien entendu des charges. On a 3 micro-réseaux, donc une flexibilité totale en matière de recherche, où on peut plugger comme des prises n'importe quel type de bloc technologique. Alors les résultats, alors c'est vrai que c'est des résultats académiques, mais on va passer très rapidement. Il faut savoir que notre équipe, le seul, on va dire, indicateur, c'est que chaque enseignant-chercheur publie à peu près entre 2 et 3 publications par an, par ETP, donc ce qui est plus que respectable et recevable, à chaque fois sur des journées à un impact factor très important, au premier quartile. Donc on essaye bien entendu d'aller sur l'excellence en termes de recherche scientifique et de résultats. On est membre d'un groupement de recherche en génie électrique, on est membre de la Fédération de recherche hydrogène, FEDESOL, on a un GDRI international avec le NTU Singapour, on fait partie du Management Committee du Cox Action sur les bâtiments, et on organise bien entendu différentes manifestations scientifiques. C'est bien entendu, c'est la vocation de toute université. Il n'y a pas de souci, on participe à différentes expertises. Obligatoirement, on est sur des HCRS, on est sur des ANR, etc. On a différentes collaborations à l'international, obligatoirement, avec des professeurs invités. On est invité, bien entendu, sur différents pays pour, bien entendu, partager nos connaissances. Et les autres universités font de même, puisque c'est la vocation, bien entendu, même d'université et d'un laboratoire de recherche. Pour parler de quelques projets, on a monté sur 5 ans près d'une vingtaine de projets. On a un Equipex, un Durasol, par exemple. On a un H2020, un Tilos. Jean-Laurent pourra parler du Anto aussi, sur une île grecque qui s'est terminée aussi, H2020 avec plusieurs partenaires. Un ANR, Maud aussi pourra en parler, un ANR20 sur l'intégration de l'hydrogène dans les réseaux faibles ou non interconnectés, notamment avec la Réunion, la Polynésie française et le FEMTO. Et puis on a répondu aussi à l'H2020 sur l'hydrogène avec la Sardaigne. On a été labellisé territoire hydrogène, réponse du ministère de l'Environnement,
avec un projet IPACO, SICA, mais qui n'a pas vu le jour, mais donc porté par la collectivité. Donc on a été labellisé et puis bien entendu on retrouve en fin de compte les usages sur ce projet avec des mobilités véhicules légers, lourds et puis maritimes et puis du service réseau. On fait aussi du transfert technologique parce que c'est important. On a quelques déclarations d'invention et puis on a une création de start-up. Nathan qui est ici parlera bien entendu de cette start-up Stepsol, qui permet en fin de compte de faire valser de l'eau d'une bouteille haute vers une bouteille basse. L'énergie renouvelable qui est le photovoltaïque permet de faire monter de l'eau vers une bouteille haute, espèce de bâche de pompier, hein. Et puis lorsque EDF en a besoin, on fait redescendre l'eau et on turbine. Et bien entendu, on répond à un besoin de l'opérateur électrique. Alors les contributions potentielles de PPE, elles sont nombreuses, hein. Là j'ai pris la PPE qui a été, on va dire, formalisée avec les différents volets. On intervient sur la partie transport et mobilité, on intervient sur la partie maîtrise de l'énergie dans les bâtiments, secteur résidentiel et tertiaire, puis on intervient sur la flexibilité des réseaux. Enfin, du moins on essaye. Sur la partie, on va dire, mobilité, donc c'est en cohérence avec la PPE, on utilise l'expertise existence de MIRT. Donc sur l'hydrogène, on essaie de monter des modèles réplicables dans tous les territoires insulaires. Donc la finalité, bien entendu, c'est développer une production de masse d'H2 couplée aux ENR, qui reste décarboné, bien entendu. Une logique de distribution décentralisée, sous forme de stations réparties sur le territoire, puis des flottes de véhicules ou autres. Et puis, bien entendu, il y a des niches aussi, comme les ports, qui font l'objet, bien entendu, d'une attention particulière. On a un flowsheet ici avec tous les différents usages, pas la peine d'y revenir, mais on revoit les bateaux, on voit les véhicules lourds et on voit même un réseau de gaz naturel qui pourrait faire l'objet, bien entendu, d'un usage. Sur la maîtrise de l'énergie dans le bâtiment, il faut voir que le bâtiment peut être considéré comme, on va dire, un écosystème. Donc on peut imaginer, bien entendu, là aussi, des systèmes hybrides qui intègrent de l'hydrogène ou pas, avec un smart hub hydrogène ou pas, sur des bâtiments qui permettent, bien entendu, de générer de l'électricité pour le bâtiment, de le chauffer, bien entendu, et éventuellement faire même de la mobilité s'il y a lieu. Donc, puisqu'on parle de système de trigénération quand on passe de l'hydrogène. Donc voilà, il va falloir bien entendu se positionner sur un démonstrateur, sur un bâtiment, c'est l'objectif aussi. Sur la flexibilité des systèmes électriques, bien entendu, on voulait bien entendu mobiliser du foncier pour mettre des ENR, passer de 7 à 20% la part du PV dans le mix électrique. C'est ce qu'on a proposé à l'AUE, faire plus de 300 MW crête, bien entendu. Bien entendu, en améliorant la qualité du réseau électrique, en s'intégrant durablement dans les territoires, tout en respectant, bien entendu, les critères de prix kilowattheure. D'accord ? Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, le mix, c'est 75% qui est sur un système centralisé, avec les centrales thermiques, pas à gaz, parce que on va voir, mais bon, ça sera un autre combustible. Et puis 25% qui est décentralisé à travers de l'éolien, etc., et du photovoltaïque. Donc ce que l'on prônait, nous, c'était d'avoir des productions décentralisées qui peuvent offrir du service réseau pour la stabilisation active des plans de tension, de l'îlotage, des lestages, et pour bien entendu la réduction de ces pertes en ligne. Jusqu'à 7% de la consommation, il faut voir. Donc on positionnait ça à 20 à 30% en zone urbaine, périurbaine, sur des toitures, des bâtiments, etc. Et 70 à 80% en zone rurale, 100 MW de grandes centrales au sol, 100 à 140 basées sur 500 micro smart grid. Bien entendu, c'était très ambitieux, incluant bien entendu du PV. Alors il faut savoir qu'il y a 270 communes rurales en Corse, donc il y a 7500 transformateurs HTA BT, donc avec des puissances moyennes de 100 kVA, et il y a à peu près 50 à 100 dossiers de demande de renforcement réseau, et donc là, bien entendu, il y a des possibles d'intégrer des microgrids tels que l'on peut faire sur PyOrb. J'avais bien entendu émis le souhait d'intégrer 500 microgrids
Smart Grid, bien entendu, sur la Corse, quoi. Et voilà, j'en ai terminé. Bon, ça c'est quelques données, mais voilà, c'est pour vous montrer à la fois, bien entendu, la recherche qui a été faite, et puis, bien entendu, vous avez bien compris que cette recherche-là n'a de sens que si l'on se tourne vers le territoire et voir les possibles sur le territoire, parce que sinon, bien entendu, on s'essoufflerait au niveau de la recherche strictement scientifique. Bien que les jeunes, bien entendu, vous les verrez, ils ne sont pas encore essoufflés, comme moi. Mais il est vrai qu'au fil du temps, au fil des années, on s'essouffle en ne voyant très peu d'objets scientifiques sur le territoire, mais on ne désespère pas, puisque la trajectoire peut, nous, bien entendu, rêver à des choses belles technologiquement sur notre territoire. Donc voilà, s'il y a des questions, je suis à votre disposition, bien entendu, pour y répondre.